Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Voilà. En plus, vous n'avez jamais enregistré ensemble, c'est rigolo. Oui. Toi, tu n'as jamais enregistré avec nous. Oui. Mais, vous êtes jamais croisés. Non, je c'est pense. jamais Non, croisé. jamais. Ok. Je pense que t'es arrivé, je suis partie. Non, t'es arrivé, t'es parti, je suis arrivé. Je suis partie et t'es On a arrivé. juste croisé, je Ouais. pense. Je pense. Après, moi, ça fait pas si longtemps en même temps. Hein. Ça fait depuis décembre 2022, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux, mais ça va faire 2 ans, quoi. Oui. Sinon, on peut se demander si vous avez regardé le Z Event On peut reparler week-end. des 10 millions pour la 3e fois d'affilée. Ouais. troisième fois. Ouais. Ils n'ont pas battu leur record de l'année dernière, mais quand même 10 millions, et c'est beau. Ouais. Ah, je croyais que vous en aviez déjà parlé. Je me Non, suis non, dit, non. Mais c'est Non, pas possible, vous êtes en mensuel, de quoi on parle. Cela dit, on a déjà dû en parler les autres années, parce que 10 millions, c'est quand même un truc Ouais, de ouf. 10 quoi. millions. Et, Donc, une personne qui a fait 1 million à elle toute seule. Hein. Alors ça, par contre, j'ai pas trop oui. suivi. C'est PA, Ok. Domingo, qui a fait, Ok. qui a fait Ouais. 1 million Pas- à lui tout seul. Papy, Hi. Non, papy, hey, j'ai pas dit oui. Ah, parce que je sais pas, il arrive dans Contrecast, il fait déjà 1 million aux events. Wow. J'ai participé. C'est trop stylé. quoi. Pas ce PA. Pas de notre PA. Ok. On peut en parler. Enfin, en vrai, c'est un truc de ouf. Ce qu'on arrive à faire tous les ans. Moi, ça me... Bah là, il y a une Ça- pause de 2 ans. De Il- 1 ou 2 ans. Ils l'ont dit là Il y a eu une pause. Ah, mais je me souviens plus. Si, il a fait une pause. Ok. Ça me paraît tellement. Ça passe, ouais. si vite que ça. Ça passe ultra Je me vite. souvenais même pas C'est qu'il y dingue. avait eu une pause. Ouais. Si. Waouh. Enfin, bravo en tout cas, Ouais, franchement. de fou. Et en plus, on voit qu'ils. Moi, j'ai pas regardé parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai regardé un peu des extraits, les temps forts. On voit qu'ils prennent toujours autant de plaisir à le faire et ça, c'est super cool, quoi. Voire Vraiment plus une belle team. Ouais, de fou. Et plus de plaisir, je dirais même qu'avant la fin. Parce que la fin, c'est parti un peu en autre boudin, là, quand ils se sont arrêtés en 2022, avec toutes leurs embrouilles qui Ouais. se sentaient bien. Ah oui, ouais. Ouais, il y avait eu pas mal de drama, je me souviens. de ça. Et ouais, cette année, ça a l'air de s'être trop bien passé, à part pour Ultia, qui s'est pris Une nouvelle fois. Ouais. des rafales encore. Ouais. La connerie n'a pas de limite, j'ai envie de dire. Ok. Mais je voulais faire une intro, mais du coup, je peux pas. Ah si, peut-être que je peux. Non, je peux pas. Je peux pas quitter et revenir. Je fais un test en direct comme ça. Ah, peut-être. Ah, pas du tout, ça marche pas. Tant pis. Ça part en ASMR, apparemment. Non, c'est parce que je réfléchis à voix haute. Putain, j'ai fait de la merde. Je peux pas relancer ce jingle. Non, il n'y a pas une méthode qui fait que je relance le jingle quand j'ai déjà lancé une fois. Ça, c'est chiant, hein, en vrai. Ça s'appelle. Il va falloir faire du montage, quoi. Bah, c'est ça. Non, mais c'est pas très grave. Les aléas du direct. Mhm. Exactement. Et c'est en plus pas très compliqué à faire. Donc, ouais. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, j'ai envie de dire, du montage, puisque le Contrecast épisode 64, c'est parti. Salut, c'est John Couscous, créateur et de nouveau animateur du Contrecast. Bienvenue à toi, cher auditoriste, dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est quoi le Contrecast ? Un podcast où on parle jeux vidéo, séries télé, jeux de société, livres, cinéma, romans graphiques, bref, on parle de tout et on en parle souvent avec passion. Petite tradition, on fait un tour de table pour les voix que vous allez entendre aujourd'hui, avec celle qui va bientôt pouvoir retomber en enfance et découvrir les joies de jouer à Labyrinthe sur sa PS5. Coucou Célia. Coucou et merci beaucoup pour cet emprunt. Avec, Hâte de tester ça. avec grand plaisir. Comment ça va déjà ? Écoute, toujours bien, moi. Voilà, les vacances se sont très bien passées. Ah, c'est la rentrée, c'est vrai. Bah oui. Bonne rentrée déjà. à toutes et à tous. La bonne rentrée tout le monde, tout à fait. Et moi, du coup, je vous parle d'une série qui met en scène une vengeance aux petits oignons qui a été préparée pendant 18 ans. Très bien, j'ai hâte d'écouter ça. On continue le tour de table avec celui qui va enfin donner sa voix au Contrecast après plusieurs tentatives ratées. Et oui. Bonsoir PA. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est enfin la bonne et ça fait plaisir. C'est pour la petite histoire, tu aurais pu arriver en même temps que Beg. Donc ça fait, je sais pas, 6-7 épisodes, un truc comme ça, où ça aurait pu être ta première. Donc, Oui. mais tu t'es dit non, plaisir. moi je veux arriver à la rentrée, c'est plus simple pour tout le monde. Donc parfait. Comment vas-tu ? Comment te sens-tu pour ce premier épisode ? Bah ça va bien et j'ai hâte. Généralement je suis très stressé, mais là je suis très très excité, donc ça sonne bien. Enfin genre ça devrait aller. Tant mieux, c'est parfait. Quel est ton sujet du jour ? Alors mon sujet du jour c'est un manga d'une autrice que j'apprécie beaucoup et qui parle surtout de construction de liens avec autrui et ce que ça apporte en tant qu'individu. Et voilà. Parfait. Bon, on va écouter ça tout à l'heure.
Et pour terminer le tour de table, celle dont on a déjà entendu la voix dans cette émission, notamment dans une version Passion d'avril du podcast numéro 29 en avril 2021, suite à ton initiative d'inverser les chroniqueurs-chroniqueuses des podcasts. Super idée. Hello Alex. Salut. Comment vas-tu ? Ça va, très contente d'être dans cet épisode et de rencontrer mes petits camarades, ça va être cool. Trop bien. C'est quoi ton sujet du jour ? Moi, c'est un podcast qui s'appelle The Witch Trials of J.K. Rowling. Et merci pour mon anglais. Je veux plein de commentaires dessus. Qui sera sans doute bien mieux que le mien, donc on pourra comparer et noter en fin d'épisode. Alors, vu que c'est ta première pillée quand même, avant de lancer le premier sujet, j'ai un petit questionnaire pour que les personnes qui nous écoutent te connaissent un peu plus. Un questionnaire relativement bien approfondi, avec 5 questions. J'insiste sur le chiffre, mais on en parlera à la fin de l'émission. Première question, pain au chocolat ou chocolatine ? Pain au chocolat. Deuxième question, est-ce que tu mets de la crème fraîche dans les pâtes à la carbonara ? Ça dépend. Oh, ok, j'en mets. Ok. Est-ce que tu es gaucher ou droitier ? Droitier. Le lait, c'est avant ou après les céréales ? C'est après les céréales. Ok. Et est-ce que tu vas acheter une PS5 Pro à 800 €, sachant que le socle de maintien vertical sera vendu séparément ? Alors non, et quand j'ai vu l'image, je pensais pas que c'était une PS5. Je pensais que c'était un truc mécanique, style frigo, ce genre de choses. Je pensais pas que c'était une PS5, mais j'en ai déjà une, donc ok, je passe. C'est plutôt un non. Très bien, comme ça les gens te connaissent parfaitement mieux. Voilà, donc si ça vous va, on est parti pour le premier sujet. Let's go. Voilà. Alors, Trials est une série de jeux vidéo de course créée par Red Links. Ah non, pardon, je me suis encore trompé de fiche. Là, on va plutôt parler d'un podcast sur l'autrice d'une série dont je n'ai toujours pas fini de regarder les films, mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, justement, je te laisse, Alex, nous en parler. T'as dit l'autrice de quoi ? L'autrice d'une série de films, pardon. Je l'ai peut-être un petit bout. D'une série de films. De livres adaptés en film. Bref, comme quoi. Merci d'avoir pourri mon intro. C'est parfait. Bref, à toi, Alex, on t'écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité des JO. Les frères Lebrun, Le Marchand, Simone Biles, Iman Khelif, tous et toutes consacrés, mais pas avec le même traitement par la presse. Alors, je vais faire un petit focus sur Iman Khelif, qui, je ne sais pas si ça évoque forcément à tout le monde quelque chose, mais c'est la boxeuse algérienne qui combattait dans la série, dans la catégorie moins de 66 kilos, et qui a vu fondre sur elle les rapaces d'Internet, qui lui donnaient l'ordre de prouver qu'elle était une femme. Pourquoi pas ? On est en 2024, bonjour. Je rappelle donc qu'Iman est une femme cisgenre, mais ce fut encore l'occasion d'assister à pas mal de remarques transphobes d'un peu partout sur la toile, et notamment de 2 poids lourds, j'ai nommé J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, et Elon Musk, le DG de X et et Tesla, et le PDG de SpaceX. Accessoirement, l'une des personnes les plus riches du monde. Les deux nous ont habitués à pas mal de sorties de route ces derniers temps, et la transphobie est devenue un sujet de prédilection pour les deux. Alors, je vous avoue qu'Elon Musk, j'en ai un peu pas grand-chose à faire, bien que récemment, j'ai supprimé mon compte X, puis je l'ai remis parce que c'est pas si évident en fait, donc de se désintoxiquer. Voilà, donc voilà, c'est mon seul lien avec ce monsieur. Par contre, j'ai une vraie grosse histoire d'attachement avec Harry Potter et donc, mine de rien, à son autrice, J.K. Pour donner une petite idée, j'ai dû lire 8 fois les 5 premiers et 3 fois les 3 derniers. Donc, non, attendez, les 2 derniers, excusez-moi. Voilà, petit amour pour Harry Potter à la base. Et donc, quand j'ai entendu pour la première fois parler des sorties de route de J.K., en tout cas de ces posts qui peuvent être vus comme transphobe. Au début, je me suis dit, non, c'est encore Internet qui exagère, c'est encore Internet qui en fait trop comme d'habitude. Et j'ai entendu parler du podcast The Witch Trials of J.K. Rowling, et je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un petit peu son point de vue et sa version des faits. Donc c'est avec en entendant un trailer qui donnait bien le ton. Alors, petite fiche wiki. The Witch Trials of J.K. Rowling, c'est un podcast qui est sorti exclusivement en anglais, à ma connaissance, qui a été sorti entre février et mars 2023, qui comporte 7 épisodes de 43 à 68 minutes environ. Et je crois qu'il est exclusivement sur Spotify.
J'en suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas, là, je l'ai trouvé dispo partout. Bref, en tout cas, on s'en fiche. C'est un podcast que vous pouvez trouver un peu partout. Le sujet, en gros, ça va être un documentaire qui va tourner autour de J.K., donc sa vie, son œuvre, ses combats, la réception de son livre, notamment par les fans, mais aussi des personnes très croyantes, notamment chrétiennes. On parle surtout de chrétiens, donc quand je vais dire croyantes, on va rester sur la chrétienté. Ses premières déclarations par rapport aux femmes transsexuelles et le danger qu'elles représenteraient, selon elle, pour les femmes. Bien sûr, ce podcast aussi traite la réception du sujet par ses fans, mais aussi par Internet et par les autres, en fait, pas forcément par les fans. C'est un assemblage donc, de discussions d'une femme qui s'appelle Megan Phelps-Roper, je crois que ça se prononce comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais Phelps-Roper. Et elle parle avec des fans de l'œuvre de J.K., des avocats, des journalistes, des historiens, des transsexuels. Et bien entendu, en fait, elle parle aussi avec J.K. Rowling, qui lui donne, c'est un échange avec toutes ces personnes, pas en même temps, bien entendu, c'est un montage. Mais en tout cas, on va souvent avoir J.K. qui va venir et pouvoir papoter dans le podcast et donner son opinion et revenir sur des faits, etc. Et justement, on revient sur énormément de choses. Donc, comme je l'ai dit, l'histoire de J.K., comment elle a écrit Harry Potter et dans quelles conditions elle a vécu, ses convictions, notamment féministes, etc. On va avoir le contexte de Harry Potter et la réception, dans un premier temps, du coup, qui a été très, très mal reçu par les chrétiens. Et notamment avec un retour sur contexte, par exemple. Moi, j'avais pas du tout cette chronologie des faits qu'apparemment Columbine est sorti. Enfin, c'est arrivé à peu près, la tuerie de Columbine, je veux dire, excusez-moi, est arrivé à peu près dans cette période-là. Et justement, les gens ont trouvé comme rapprochement que oui, en effet, quand on amenait nos jeunes à lire des choses sur la sorcellerie, etc., bien sûr, ils pouvaient que tourner mal. Enfin, voilà, on a fait la même avec Marilyn Manson, etc. Mais j'avais eu Marilyn Manson, j'avais capté ça, mais j'avais pas forcément eu ce rapprochement avec Harry Potter. Mais pourquoi pas. On va aussi parler de Harry Potter et les Misfits, en fait, de la société, mais enfin, des fans en général, donc tous ceux qui aiment l'œuvre, mais aussi à quel point, en fait, quand on a une particularité, quand on se sent rejeté, l'œuvre Harry Potter peut résonner vraiment dans certaines personnes. Et on va parler aussi de l'histoire de l'hôtesse du podcast, donc Megan Phelps-Roper, qui est donc ce qui est très marrant, qui est une chrétienne, en fait, qui est, j'ai envie de dire intégriste, mais je ne sais pas si elle se décrit comme ça, qui était en tout cas comme ça, et qui aurait pu être en manifestation devant des comment on appelle ça, les trucs pour faire des interruptions de grossesse, hein, ouais, mais je ne sais plus comment on appelle les centres. Je suis même pas sûre qu'on ait les mêmes centres en France, mais enfin des centres d'IVG, quoi. En tout cas, une personne qui va militer contre des personnes alors qu'elle-même n'a pas forcément d'intérêt dans quoi que ce soit. On a pu connaître en France il y a quelque temps, ou même toujours. Et on va revenir, bien entendu, sur les tweets de J.K., les premiers datant de post-Covid, quand même. Donc, on parle de 1900. de 2019 et de la violence, en fait. On va revenir sur plein de choses, de la violence, en fait, des tweets de J.K., mais aussi la violence qu'elle va recevoir, que ses proches vont recevoir, les menaces, etc. Et on va parler aussi de la remise en question de ses convictions, notamment avec le background de l'hôtesse du podcast. Et voilà. Et donc, tout au long de ces 7 épisodes, ça va être découpé de manière ultra importante et intelligente. On va revenir sur plein de choses, mais en mettant en parallèle des éléments que je viens d'évoquer. Donc, par exemple, les historiens ils vont revenir sur Columbine et la chasse aux sorcières dans le temps et la réception d'Harry Potter. Et du coup, J.K. va nous dire comment elle a vécu. Qu'on brûle son bouquin dans la rue parce que ça pouvait amener les enfants à vénérer Satan. Enfin, tout. Voilà. Donc là, je rigole, mais après, ça va être beaucoup moins drôle les autres trials qui vont être du coup sur comment elle voit les choses. C'est un podcast qui est... l'hôtesse, en fait, à aucun moment, elle prend parti, même si moi, j'ai cru percevoir quand même son opinion. Je pense savoir quelle est son opinion, surtout qu'elle donne quand même plusieurs pistes à J.K. en lui disant bien son background à elle et comment elle en est revenue, en fait, de ça, et de la lobotomie qu'elle a pu subir quand elle était enfant, etc. Et il y a cette question super importante et ultra...
je sais pas, moi, ça m'a donné un peu des frissons. C'est le dernier épisode, il s'appelle et si tu as tort, en fait, et si on a tort, qu'est-ce qui se passe? Et elle parle de son expérience de, concrètement, elle pense qu'elle avait tort avant, chacun se fera son opinion, et JK, elle lui demande, si tu as tort là maintenant, et que tu fais toute cette campagne, etc., comment tu te sentirais, etc. Bref, cet épisode à écouter ou non, et pour se faire son avis. Et du coup, parce que je ne vais pas tout spoiler non plus, qu'est-ce que j'en ai retiré, moi, de ce podcast? Eh bien, c'est marrant parce que la première fois que j'ai écouté ce podcast, en fait, moi, je pense que ce que j'en ai retenu le plus, c'était... en fait, j'ai eu la réponse à ce que je voulais. En fait, moi, j'ai écouté ce podcast en me demandant est-ce que JK avait vraiment fait ses vraies sorties de route de cette manière, etc. J'ai eu ma réponse et je crois que mon cerveau s'est arrêté vraiment là. Alors que là, en le réécoutant, pour le podcast, j'ai fait un binge assez vénère des épisodes. En fait, j'arrive à mettre ça en parallèle avec mes propres convictions à moi et mettre l'accent sur d'autres choses, parce qu'en fait maintenant j'ai ma réponse. Ok, JK, elle a eu ces propos-là, il y a eu cette réception-là, mais j'arrive à le mettre en parallèle avec ce que moi je pense du militantisme et à quel point les gens des fois ils vont ultra loin. Alors elle s'est pris des menaces de viol. Je ne sais même pas si on a le droit de dire ce mot en podcast ou si c'est comme sur Instagram. Enfin bref, des menaces de viol, des menaces de mort sur ses enfants, de viol sur ses enfants. Enfin vraiment, c'est à quel point en fait quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, cette personne doit être cancel complètement, doit être complètement effacée et ne plus jamais donner son avis, au lieu d'entamer une conversation en fait avec cette personne. Et en fait, c'est vrai que moi, en étant une femme noire, qui apporte une très grosse importance à tout ce qui va être LGBTQIA+. En effet, moi, je vois en fait dans les milieux militants, je vois aussi pas mal de violence et de comment dire, de gens qui essayent de directement te faire taire dès qu'on n'est pas d'accord avec. Et du coup, c'est plus sur cet aspect-là que j'ai pris cette deuxième fois. Et du coup, cette deuxième écoute a eu, pour moi, a résonné en moi par rapport à plein d'autres choses, plus que les propos de JK. Donc, j'ai trouvé ça ultra important, en fait, de réécouter. Il y a un moment aussi, où je me suis posé cette question, et c'est un aspect que je vais vraiment reprendre de ce podcast. Si moi, je ne suis pas d'accord avec JK, comment je le reçois, moi? Et c'est vrai qu'à post-2019, je me rappelle que pendant le Covid, je voulais absolument relire les Harry Potter. Vraiment, j'adore cette... Enfin, de base, j'adore cette œuvre. Je voulais les relire, mais les acheter en VO pour vraiment me les faire comme elle les a écrits. Et cette histoire m'a freinée. Je n'ai pas voulu les acheter. J'aurais pu les acheter en occasion. Mais je n'ai pas voulu les acheter parce que je ne voulais pas donner d'argent à une personne qui pouvait potentiellement utiliser cet argent pour aller nuire à des gens qui concrètement ne lui ont rien fait, qui ne lui font pas de mal et qui ne font de mal à personne. Et voilà. Donc je me suis vraiment posé cette question. Pour le moment, de Covid, c'était 2020. J'ai toujours pas relu les Harry Potter, donc c'est une question quand même qui, chez moi, résonne très fort. Enfin, en tout cas, une interrogation qui résonne très fort. Par contre, je me suis aussi demandé, est-ce qu'une seule fois dans ma vie, j'avais dit à quelqu'un, non, ne lis pas, ou ne va pas acheter du Harry Potter, ou ne va pas voir du Harry Potter, ou ne t'intéresse pas à la future série, ou je ne sais trop quoi, qui vont sortir sur Harry Potter, parce que JK est problématique. Et voilà, c'est une question que je laisse ouverte. Il y a pas de enfin, moi, j'ai ma réponse, mais chacun se fera ses convictions et ses réponses. Mais voilà, la cancel culture, c'est un truc qui est très, très présent actuellement. Et à quel point on veut y participer, voilà, c'est une question ouverte qui a fait ressurgir ce podcast chez moi. Dernier truc sur lequel je voulais insister, c'est que du coup, le show il est sponsorisé par une fondation qui s'appelle Foundation of Individual Rights and Expression. L'acronyme, c'est FIRE. Et il est précisé que FIRE croit en la liberté d'expression et croit que la liberté d'expression fait des personnes libres, en fait, tout simplement. Et ça aussi, quand je m'en suis rendu compte, alors je m'en serais jamais rendu compte si je m'étais pas préparée pour cette émission, comme quoi, mais ça a beaucoup résonné en moi aussi. Est-ce qu'en effet, on a le droit de donner son opinion, quelle qu'il soit, aussi nauséabonde soit-il, et qu'est-ce que ça implique chez les gens? Voilà. Et ma question finale, du coup, ça sera... alors déjà, quelle est votre expérience avec Harry Potter? Est-ce que vous aimez ou vous en foutez un peu? Et du coup, est-ce que les propos de J.K. Rowling ont un impact sur ce que vous pensez d'Harry Potter? En gros,
on peut résumer par ce que vous dissociez l'œuvre de l'autrice. Je pense qu'on peut y aller sur ça. Voilà. Grosse question philosophique, mais je reprends ce que je disais par rapport à... Moi, je l'ai vraiment ressenti, cette hype/haine autour d'elle quand il y a Hogwarts Legacy qui est sorti, où les gens disaient non, moi je vais pas mettre de la thune dans un jeu vidéo si derrière ça finance, comme tu disais, des actes qu'elle peut engendrer. Je vais répondre à la question, enfin, là où les questions que tu as posées. Comme tu l'as compris avec mon intro un peu pourri, moi j'ai même pas vécu toute l'histoire Harry Potter. Je pense que j'étais un peu plus... j'ai jamais aimé lire de base, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas été touché par les livres. Et puis quand les films sont sortis, je me dis bon, peut-être que c'est l'occasion, tout le monde en parle, il va falloir. Mais j'ai jamais fini, donc j'ai pas une réelle envie, parce que j'ai eu le temps dans ma vie, je pense, de regarder 8 films. Mais bon, en tout cas, je crois que je m'étais arrêté au 4. Je crois que j'ai vu le premier une ou deux fois. Okay. Peut-être même plus. Enfin bref. Et après, il faut qu'avec madame, elle m'a dit un jour, il faut qu'on se les fasse quand même pour la culture. Donc je pense que c'est important. Après, ta question, elle est extrêmement difficile, je trouve. Parce que et je sais pas, c'est limite une question qu'il faut poser au bac de philo. J'en sais rien. Mais après, je pense que c'est un avis assez personnel. Des fois, c'est difficile. On pourrait parler aussi de l'abbé Pierre, notamment, en ce moment, où on est en train de retirer toutes ces peintures un peu partout. C'est des sujets assez délicats. Je pense que j'ai du mal à répondre à cette question, parce que il y a sans doute des choses qui m'ont marqué, ou des gens dont on ne connaît pas encore les vices cachés, on va dire. Et exemple parfait pour moi, si demain on me dit que Zidane il a fait du mal à des enfants, ça va être difficile de savoir si je vais continuer à aimer Zidane, parce que pour moi c'est le sportif, le dieu du sport, vraiment, qui ne sera jamais battu. Et voilà, donc je vais rebalancer la question à Célia, parce que je sais qu'elle est très attachée à cet univers d'Harry Potter, on en a déjà un petit peu parlé. Oui. Et voilà. Alors moi, comme tu le disais, j'adore Harry Potter. J'ai commencé à lire les livres qu'on m'avait offerts par hasard, que la hype n'était pas encore complètement arrivée en France. Je les lisais en marchant dans la rue, pour dire à quel point vraiment j'ai été happée par l'univers. C'est dangereux. Comme toi. Oui, complètement. Comme toi, j'ai dû lire les livres, mais je pense une dizaine de fois chacun. Tous les ans à Noël, je me fais le marathon Harry Potter. Enfin vraiment, j'adore vraiment cet univers. Et la première fois justement qu'il y a eu des dramas qui ont commencé autour justement des fameux tweets de J.K. Rowling, j'ai eu un peu la même réaction. Je me suis dit non, c'est quelque chose qui a été mal compris, peut-être de la maladresse de sa part, parce que, et je sais pas d'ailleurs d'où ça vient, je trouve qu'avant ça, on avait vraiment une image d'elle comme alliée des LGBTQIA+. Et du coup, ça a vraiment abîmé complètement cette image. Et du coup, je me suis un peu renseignée, j'ai regardé les tweets en question, j'ai regardé ses réponses, parce que au début, on pouvait se dire c'est peut-être de la maladresse, mais en fait, ça aide pas. Non, en fait, c'est ça que je me dis. Il y a quand même eu un début de débat et d'explication. Au début, je voyais que les gens essayaient de comprendre, et en fait, quand on voyait ses réponses, on se rendait compte que non, elle était vraiment fixée sur sa manière de penser. Donc, j'avoue, moi, ça a vraiment beaucoup étiolé l'image que j'avais d'elle. Maintenant, je vais être honnête, ça ne m'a pas empêché de continuer de regarder Harry Potter. À chaque fois que je regarde, par contre, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit quand même, J.K. Rowling, la manière de penser, l'image qu'elle véhicule, quel dommage en fait, vraiment. Je suis un peu quand même ce qui se passe, parce que je trouve que c'est important de savoir un peu comment se comportent les personnes qui ont créé des œuvres qu'on adore, parce que moi j'ai un peu du mal à dissocier les deux. Pour autant, comme je disais, ça ne m'empêche pas de regarder les films tous les ans. Mais voilà, les achats, ça fait très longtemps que je ne me suis plus acheté de choses par rapport à l'univers. J'ai quand même le Hogwarts Legacy, mais parce qu'on me l'a offert. Donc, je ne l'ai vraiment pas acheté moi. J'ai une petite étagère à la maison sur laquelle il y a mes collectors, ce genre de choses. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je ne me suis pas vraiment replongée dedans. Donc, je n'ai pas vraiment de vraie réponse à apporter. La seule chose que je dirais, c'est qu'en fait, c'est bien de discuter, c'est bien de donner ses opinions. Maintenant, quand on est une personne célèbre et qu'on a pas mal de personnes qui nous suivent, notamment des jeunes, je trouve qu'on a quand même ce devoir de faire attention à ce qu'on dit, attention aux messages qu'on véhicule. Et de ma propre opinion, je trouve que les messages qu'elle a véhiculés ne sont pas du tout les bons. Voilà. Mais par contre, du coup, le podcast m'intéresse vraiment beaucoup. J'allais demander, ouais. Parce que je suis très curieuse de voir, en fait, je pense que les fans ont un peu des avis divers, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elle se défend. Qu'est-ce qu'elle met en avant ? Parce qu'attention, rien ne justifie le harcèlement et ce qu'elle a vécu. Alors ça, c'est extrêmement honteux et c'est terrible. Ça, c'est non. Mais je serais curieuse de voir quels sont ses arguments, comment elle explique la chose. Est-ce qu'on se rend compte que c'est finalement un peu de maladresse de sa part ? Est-ce qu'elle est vraiment campée sur ses positions ou pas ? Donc ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu ce qu'elle en pense et ce qui ressort en fait de tout ça. Donc très curieuse, je pense que je me pencherai dessus. Je vais pas te spoiler, mais pour le coup, elle répond. Elle répond sans
Vraiment, il n'y a pas de fioriture, de mon point de vue. Encore une fois, parce que, oui, je n'ai pas dit, mais le podcast a été reçu très différemment par les gens. Hein. Donc, quand je dis que pour moi, ils n'ont pas orienté, ils n'ont pas essayé de la faire passer pour méchante ou gentille, c'est mon opinion à moi. Les commentaires sont absolument pas tous d'accord avec moi. Et c'est OK, mais en tout cas, de mon point de vue, elle répond très bien. Et... Enfin, très bien. Elle répond de ce qu'elle pense, quoi. Okay. Après, on se fait son opinion sur ce qu'elle dit ou pas. Mais... Top. P.I. Yes. Alors, moi, je vais redemander la question pour éviter de partir dans tous les sens, parce que j'ai un peu oublié l'intitulé de ta question. Désolé. C'est pour que je puisse bien... La question, du coup, je crois que c'était en gros, en substance, est-ce que tu différencies l'œuvre de l'autrice ? Et est-ce que, du coup, si tu étais proche de l'univers d'Harry Potter, est-ce que les propos qu'elle a pu avoir, je me rends compte que j'arrête pas de dire les propos qu'elle a pu avoir, on les a pas cités une seule fois, mais bon, après, est-ce que j'ai envie de répéter ? Internet, allez voir. Voilà, Internet. Voilà. Ok, ouais. Pour commencer, moi, Harry Potter, j'ai surtout découvert et je suis tombé dedans avec les films. Parce que au début, la lecture c'était assez compliqué pour moi pour plein de difficultés assez diverses, mais du coup j'ai découvert avec les films et j'ai eu vite un attachement avec la série, l'univers et ensuite par rapport aux propos et la différenciation, en fait comme dans mon entourage, j'ai beaucoup de proches, d'amis ou même de la famille qui sont de personnes queer, LGBTQ. C'est vrai que c'est très... et que je suis très sensible du coup, à ces sujets-là. Du coup, c'est assez difficile de me... En fait, comme je sais que de tels propos... vu qu'elle souvent elle l'affirmait assez régulièrement et que j'avais soit des amis concernés ou des associations qui partageaient ce qu'elle disait, j'avais du mal à me dire est-ce que c'est maladroit ou pas si elle insiste autant, et surtout que je suis assez conscient que de tels propos, que ce soit maladroit ou pas, ça peut quand même avoir un impact assez terrible sur les gens. C'est des propos qui peuvent, je vais le dire clairement, qui peuvent tuer, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas supporter de tels propos. Donc oui, j'aurais beaucoup de mal. Et en plus, pour revenir par rapport à l'athlète qui avait été victime de ces propos, d'ailleurs, J.K. Rowling avait supprimé, je crois, 27 de ses tweets par rapport à l'athlète. Ah ouais Ouais. Elle les a supprimés ? Ouais, elle les a supprimés. Et en fait, quand il y a eu, je crois, l'athlète qui avait dit qu'elle avait fait déposé une demande de procès, elle avait supprimé 27 de ses tweets autour de ça. Déjà, ça veut dire qu'elle en a fait 27 ? Ouais. 27 sur ce sujet ? Ouais, c'était 27, c'était dans la vingtaine en tout cas. Oui. Et okay. Voilà, ça en dit long. Et du coup, je suis pas sûr que j'arriverai à retourner naturellement dans l'univers d'Harry Potter. Rien que par rapport à mes proches, comme j'ai pu le dire au début. Donc, ouais. Je comprends. Juste, désolé, je sais que je suis un peu longue sur le sujet. Non, je suis vraiment désolée. Mais justement, et ça, c'est assez intéressant, et là, je spoil un petit peu, mais dans le podcast, en fait, elle se rend compte pour elle a dit qu'elle parle. Parce que justement, elle se rend compte que c'est de son devoir, avec autant de personnes qui la suivent, c'est de son devoir d'exprimer une opinion et d'être franche sur un sujet, sur ce qu'elle pense être juste. Mais elle dit aussi qu'elle ne pense pas, qu'elle a assez d'influence pour faire tuer des gens, pour faire en sorte que des cas sur les trans soient abandonnés, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça ultra antinomique, en fait, quand tu reconnais que tu as un impact, mais que tu réfutes avoir un impact tel que... Enfin bref, donc c'est très marrant ce que tu viens de dire. Marrant. Ouais, c'est vrai que c'est assez étrange parce que du coup, je pense que j'écouterai le podcast, en tout cas rien que pour que les personnes qui ont été... parce qu'il y avait des personnes transgenres, etc., qui avaient participé. Donc, en tout cas, rien que pour écouter leurs propos, j'aimerais bien écouter le podcast. Il y a beaucoup de gens dans le déni aussi. C'est ça, mais du coup, c'est assez étrange parce que du coup, si elle dit qu'elle ne pense pas avoir forcément l'influence pour avoir créé de tels impacts, mais que pour elle pense être juste, je trouve que c'est assez dangereux parce que c'est comme...
Enfin, c'est comme, comment dire, quand on s'auto-perçoit qu'on est une personne juste, mais qu'on ne prend pas en considération la portée de nos propos, nos actions sur les autres, bah, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment, parce que si pour elle, c'est juste que bah, elle veut juste affirmer son opinion, bah, le problème, c'est que derrière, il y a des gens qui vont le réceptionner d'une telle manière et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc, Je vais m'arrêter sur ce sujet, mais elle en parle aussi de ça. Et Ok. elle en parle aussi en faisant des parallèles avec les gens qui sont persuadés d'être dans leur bon droit dans Harry Potter et ce que ça donne. Et enfin bref, c'est... T'as le droit de continuer si t'as encore des choses à dire. Il y a Non, pas non, de, non, ne mais en t'inquiète fait, pas. écoutez le podcast, faites-vous votre propre opinion. De toute façon, Mm. voilà, je pense que c'est encore la même chose, la meilleure chose à faire. Si l'anglais, c'est pas trop compliqué pour vous, parce que c'est pas... c'est cet épisode d'à peu près 1 heure, hein, quand même, donc... mais ouais. Je pense que ce serait intéressant que ce soit traduit justement, mais je sais pas s'il y a un projet autour de ça. J'ai pas vu en effet comme toi. Je pense que c'est que en VO pour l'instant. Mais j'avais comme une question. Tu parlais du Fire, l'association tout à l'heure là. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un appel aux dons? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils ont récolté des choses depuis la diffusion de ce podcast il y a plus ou moins 1 an là? Ou est-ce qu'on sait ça ou... Je sais pas du tout. Je Ok. peux pas te dire du tout. Désolé. C'est pas grave. Et pour revenir à Iman, la meilleure réponse qu'elle a pu apporter à ces 2 personnages, on va les qualifier comme ça, c'est qu'elle a réussi à gagner la médaille d'or. Alors je pense qu'il faut... Bravo. Ouais, déjà. Mm. Et je pense qu'il faut quand même être relativement accroché parce qu'ils ont quand même fait intervenir des gens chez ses parents pour aller vérifier les papiers, comme quoi elle était bien née, femme, etc. Enfin, tu te dis, ça va... Le problème de ce genre de choses, c'est que ça touche pas pas que la personne, ce qui est déjà très grave, mais c'est qu'en plus, ça touche les proches dans l'entourage. J'imagine, parce que pour pas l'avoir vécu, mais ça doit être un enfer aussi à vivre et de se dire, bah, c'est... Enfin, ça va relativement loin, quoi. Elle vient de faire une interview chez Click, chez Moulin. Exactement. Oui. Ouais. Et elle dit que sa mère a fini à l'hôpital, quoi. Enfin, vraiment, c'est fou. En fait, déjà, c'est un des moments les plus heureux de ta vie. Tu es sélectionné pour aller faire une compétition pareille. Et tu te retrouves avec ça alors que tu n'as rien demandé. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Et en plus, des gens comme Elon Musk et JK qui, avec une telle population qui les suit, qui se permettent de... En fait, même si elle était trans, ça serait pas OK, en fait. Il y a rien qui pardonne ça. Il y a rien qui pardonne... Le harcèlement, de manière le générale. harcèlement, ouais, c'est ça. Tout ça. Mais moi, j'ai du mal à m'imaginer comment tu peux être justement influente comme ça et te dire que tu n'as pas d'influence sur les personnes. Rien que le nombre de gens qui la suivent, rien que l'univers qui continue encore de s'agrandir. Enfin, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu te dis que tes propos ne vont pas impacter les personnes dont tu parles. Et là, il y a des cibles, vraiment, c'est même pas des propos forcément. Au début, les premiers tweets, c'était des propos assez généraux, c'était pas OK, mais voilà. Là, il y avait complètement quelqu'un de ciblé, et franchement, c'est pas du tout OK. Et je me dis que sans des personnes influentes comme ça, il y aurait peut-être eu des tweets ou des messages un peu haineux, mais ça n'aurait pas pris cette proportion-là. Et donc, c'est pas du tout OK, en fait, de se dire qu'on peut se permettre ce genre de message avec l'influence qu'on a. Je pense qu'Elon Musk, il en a complètement conscience de son influence. Voilà, avec le melon qu'il a. Hein. Mais qu'elle, ce soit pas le cas, j'avoue que c'est super surprenant, en fait. Je pense que j'ai un élément de réponse à ça, c'est qu'il y a des cons partout, il y en a qui sont connus. Enfin, donc voilà, il y a des gens très belle bien. Conclusion. Non, mais c'est vrai, il y a des J.K. Rowling partout dans la rue, mais qui sont pas connus, quoi. Oui. Elle a une force de communication qui est énorme par rapport à d'autres, et ça n'empêche pas d'être conne, quoi. Enfin, conne on qualifie ça comme on veut, mais il n'y a pas forcément de mots beaucoup plus gentils pour qualifier. Après, j'essaye pas de minorer parce que c'est pas le mot, mais elle, dans sa tête, elle mène le bon combat parce que pour elle, vraiment, c'est pour protéger les femmes. Ça, je tiens à le dire quand même parce que ça n'excuse absolument rien, encore une fois. Mais dans sa tête, en fait, elle protège les femmes. Dans sa tête. C'est particulier. Enfin, il faut écouter le podcast pour se rendre compte de son chemin de pensée. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Alex, de nous avoir parlé avec un accent beaucoup moins bien de The Witch Trials de J.K. Rowling. Donc, cet épisode d'environ 1 heure chacun, entièrement en VO, est dispo partout depuis 2023. Vu que c'est la première chronique de Pierre, je préfère éviter les jeux de mots et le blague d'intro, chronique tout pourri. Vraiment, c'est assez rare, donc profite. Ça marche. Bienvenue à toi, et on te laisse nous parler des noces de l'or et de l'eau. Merci encore du coup. Et donc les noces de l'or et de l'eau, avant de parler plus en détail du manga, je vais parler aussi de l'autrice et de ce qu'elle a fait avant. Donc c'est Nao Iwamoto, donc c'est une autrice de manga, une mangaka, qui écrit en fait des mangas depuis qu'elle a 19 ans.
et qui est écrit principalement dans ce qu'on appelle donc des magazines de prépublication. Donc la plupart des mangas débutent dans des magazines avec des chapitres qui sont publiés dans un rythme mensuel, bimensuel, hebdomadaire. Et elle a été prépubliée donc dans des magazines avant tout qui ciblent du coup le shoujo, donc qui est donc une cible éditoriale et non un genre, qui cible avant tout donc des lectrices, des jeunes lectrices. Et dans ses premiers mangas, ce qui est très intéressant, c'est que de base, elle décrit beaucoup la vie de quartier, de sa ville natale, via des histoires de romance, ou soit des vies du pur slice of life, hein, de la tranche de vie assez simple. Et là où vraiment sa renommée a assez augmenté, c'est avec Spiritual Princess, donc qui est aussi un slice of life, mais plus orienté dans la fantasy, et qui parle d'une fille de Tengu et d'humain. Donc Tengu, c'est un monstre du folklore japonais avec leur long nez rouge. Et donc elle est fille de ce monstre légendaire. Et on suit du coup encore tout ce qui est vie de quartier, la vie de quartier donc, de son héroïne qui s'appelle Hime. Et ça mélange donc fantastique, vie de quartier, et ce qui ressort souvent dans ces titres, c'est des thèmes très liés, du coup je vais faire une répétition un peu bête, mais très centrés sur les liens avec les autres, les liens avec autrui, mais aussi les liens avec ce qu'il y a autour de nous. Et donc ce manga, Les Noces de l'Or et de l'Eau, c'est un manga qu'elle a publié 1 an ou 2 ans, non je crois que c'était 1 an de pause après son précédent manga, donc Spiritual Princess, où c'est vraiment son premier manga de fantasy, où c'est pas centré dans le quotidien, dans la réalité. Et donc c'est un manga où on est dans un univers fictif, où on suit en fait un univers où il y a 2 royaumes qui sont en opposition depuis pas mal d'années, pour des raisons tout à fait futiles. Et chaque royaume a décidé, au bout de centaines d'années, pour y mettre fin, ils sont nommés ainsi, que le royaume B envoie son homme le plus intelligent, et le princesse A, sa princesse la plus belle de son royaume, pour faire un mariage, donc mettre fin à ce conflit. Sauf qu'il s'avère que les 2 royaumes n'auront pas respecté du coup cet accord-là, et auront chacun envoyé un animal, donc un chien et un chat, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les 2 personnages qui ont été choisis pour ce mariage vont se rencontrer par pur hasard. L'un s'appelle Narambayar, qui est l'homme qui a été choisi du royaume B, et Sarah du royaume A. Et en fait, leur rencontre va faire que finalement, ça va changer un peu tout ce qui était prévu à l'initiale. Et ce que j'adore dans ce manga, dans ce one-shot, c'est que, encore une fois, donc on reste dans cette thématique de cœur qui est les liens, mais elle va un peu plus loin. Dans Spiritual Princess, on était vraiment dans la construction de liens, la crainte justement de se lier aux autres, et comment, quand on se lie aux autres, ça permet d'avoir parfois une meilleure vision de soi-même, éviter de rejeter sa nature profonde, parce que l'héroïne de Spiritual Princess a des pouvoirs de Tengu, donc elle veut pouvoir se lier avec ses amis, mais en même temps elle a peur que ses pouvoirs affectent son environnement et ses proches, donc il y a ce côté d'acceptation de soi. Mais là c'est plus comment elle va plus dans le sens qu'est-ce qu'apportent les liens de manière que ce soit à échelle humaine ou de manière générale, et elle le montre de plein de manières, que ce soit via Narambaya et Sarah, qui voient qu'avec leur rencontre, ils arrivent à surmonter des difficultés qui pensaient impensables pour eux, que ce soit, elle le montre aussi visuellement avec les liens, c'est autant de... ça peut être des liens avec autrui, ça peut être aussi des chemins qui permettent de trouver un refuge, de se retrouver auprès de quelqu'un ou auprès d'un lieu spécifique, parce qu'on fait souvent des allers-retours entre les 2 royaumes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre souvent visuellement des
des symboles assez récurrents. On voit souvent des ponts en fait, qui relient soit deux endroits, ou soit les royaumes, ou soit les personnages. Et en fait, c'est intéressant comment elle déplie toutes ces choses-là. Et c'est un manga qui est très généreux parce que elle l'a construit un peu dans une intention que ce soit quelque chose d'accessible à tous. Et aussi, on voit qu'il y a une grande attention dans la construction de ces personnages. Ils sont comme monsieur ou madame quelconque. Et ça permet en fait de facilement s'identifier au travers des personnages. Et elle le fait aussi au niveau du chara-design de ces personnages. C'est des traits très légers, très simples. Et justement, ça permet autant d'apporter de légèreté aux personnages, mais également une certaine liberté en fait, en tant que par rapport à leur individualité, de ce qu'ils sont en tant que personne. Donc il y a une réflexion en fait à tous les niveaux pour que ça soit une véritable porte d'entrée dans son univers. Donc et puis au Japon, c'est une autrice qui est considérée comme la reine de la fantasy. Par notamment, peut-être vous connaissez Naoki Urasawa qui a fait Monster, Pluto, 26 Century Boy. Donc c'est des mangas assez cultes, assez connus. Et en fait, voilà, elle est connue pour être la reine de la fantasy et qui a une manière assez unique de parler de plein de choses assez variées dans ses mangas. Tu connaissais Alex Du tout. Du tout. Feuilleté un peu. Ouais, non, je connaissais pas du tout. Je voulais voir un peu à quoi ça pouvait ressembler. Par contre, je connais bien tout ce qui va être Monster et tout. Mais alors, du coup, je suis assez étonnée parce que c'est des univers qui ont absolument rien à voir visuellement là. On est sur donc se faire adouber, c'est quand même fort là. Ok, ouais, je suis un peu curieuse. Après le shoujo, j'ai un peu abandonné. Il fut une bonne quinzaine d'années. Donc j'avoue que j'hésiterais à retourner sur ce type de récit, mais ça m'a l'air. En fait, là, tu nous as vendu plein de choses sur un format qui est un one shot et qui m'a l'air tellement court. Donc ça m'intrigue quand même pas mal de savoir ce qu'elle a bien pu raconter comme ça avec aussi peu de, sur un seul tome, tout simplement. Ouais, je trouve en fait c'est le meilleur exemple de ce qu'elle est capable de faire parce que c'est une autrice qui va t'amener aussi bien dans des tons humoristiques, dans du dramatique, dans de la romance, dans quelque chose de plus sombre. Enfin, elle varie énormément les genres. Les tons aussi, mais ça fonctionne en fait. Ça fonctionne très bien, c'est très équilibré entre guillemets. Et peut-être si je retrouve le lien, je pourrais te le transmettre. Mais par exemple, Naoki Urasawa fait souvent une émission qui s'appelle Manben. Et il va en fait chez les autrices et les auteurs de manga. Et il voit comment elles ou ils travaillent dans leur studio. Et ils posent pas mal de questions. Et en fait, c'est pendant une émission consacrée à l'autrice où ils discutent justement, où voilà, il balance ça en disant oui, on vous considère comme la reine de la fantasy, votre travail est assez impressionnant et c'est super intéressant en fait. Il y a un côté assez intimiste, assez personnel dans ce type de contenu. Donc, le lien dont tu parles, en fait, il est déjà dans la description du podcast. Je sais pas si tu vois là, quand tu scrolles là, quand tu écoutes ton application sur l'application, il y a le lien, il y a juste à cliquer dessus. Donc merci de l'avoir mis. Et d'ailleurs, j'ai vu que il vient d'arriver en français là, c'est ça, c'est assez récent. C'est ça, ouais. C'est arrivé chez Akata le 29 août. Ah, donc c'est très. Et c'est très récent. C'est une maison d'édition qui est très centrée sur l'écriture féminine que ce soit des mangas shoujo, josei, etc. Et c'est cool que ce soit eux qui reprennent cette autrice-là, parce que Spiritual Princess, ça n'a pas vraiment très bien marché, parce que c'est sorti chez un autre éditeur qui s'appelle Kazé Crunchyroll. Enfin, maintenant c'est Crunchyroll. Sauf que ça n'a pas vraiment eu la mise en avant que le titre mérite. Et donc, on va dire que le titre est un petit peu mort-né quand c'est sorti. Et un peu invisibilisé indirectement. Et là, c'est cool parce que c'est un one-shot.
C'est pas forcément une série longue, donc c'est le meilleur moyen de découvrir l'autrice. Et si ça marche, on peut espérer avoir d'autres titres d'autres titres de cette même autrice. Donc ouais. Ouais. Pour moi, c'est un argument, le fait que ce soit court. Tu sais que tu vas vite au bout et il n'y aura pas 36 tomes derrière ou 36. Bref. Célia, je t'ai aussi vu feuilleter. Oui, alors moi je suis pas très consommatrice de manga. J'ai toujours mes éditions colossales de SNK dans ma bibliothèque que je n'ai pas ouvertes. Mais elles sont jolies au niveau des tranches et alignées. Très très belles par contre, qu'est-ce que ça fait beau. Mais à mon grand regret, oui, je ne consomme pas assez de manga. Donc déjà l'argument de un tome, en effet, ça peut complètement faire pencher la balance. J'ai regardé le dessin et le trait est super fin. C'est vraiment très joli à regarder. Il y a certaines pages qui sont coloriées. Non, franchement, ça a l'air vraiment très joli visuellement. J'avais juste une question, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans l'histoire. Oui. Tu parlais donc des 2 royaumes qui doivent du coup apporter chacun une personne importante, etc. pour un possible mariage. Et après, tu nous as parlé d'un chat et d'un chien, et du coup, je n'ai pas très bien compris. Oui, il n'y a pas de souci, c'est vrai que j'ai enchaîné un peu vite, mais en fait... on va découvrir très tôt, c'est pas un spoil, mais c'est dès le début, on découvre qu'en fait chaque royaume n'a pas respecté cet accord et que le royaume B a envoyé un chat auprès du royaume A et le royaume A inversement a envoyé un chien auprès du royaume B. Et en fait c'est d'ailleurs l'héroïne, il n'y a pas vraiment d'héroïne et d'héros, mais c'est Sarah, la princesse du royaume A, qui va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. Et elle va chercher à aller à la rencontre en fait, du royaume B pour voir ce qui se passe. Et pendant son chemin, en fait, c'est ce qu'on voit dans les premières pages du manga, elle va tomber sur du coup, le garçon qui a été choisi par le royaume B. Et ils vont chercher à essayer d'étouffer cette erreur et de sauver... ils ont vraiment envoyé des animaux. Moi, j'étais sur un truc entrepreneur. Moi aussi, je me suis dit... Ok, mais en fait, du coup... Ok, et en fait, 2 humains vont vraiment se rencontrer à un moment, quoi. C'est ça, exactement. Et les humains choisis normalement de base si ça avait été respecté, en fait, c'est d'accord. C'est ça, exactement. Top. Et 6e question de ton interview du début, team chat ou team chien? Team chat. Très bien. Après, chacun juge comme il veut. Ok, non mais c'est cool, ça donne envie. En tout cas, j'ai feuilleté dessus, vu quelques screens sur internet et je trouvais ça assez joli. Donc je regarderai après de mes mains pour voir si c'est tout aussi joli. Plus court que SNK. Un peu plus court, un tout petit peu plus court. Un petit peu plus court. Ouais, c'est un bel argument que ce soit aussi bien qu'SNK. Rien n'est aussi bien qu'SNK. Et c'est pas encore les coups de cœur là. Pardon. Attendez. En tout cas, merci de nous avoir parlé des Noces d'or et de l'eau, manga de Nao Iwamoto, et donc un seul tome sorti en VO en 2016 et en VF en 2024, et j'ai noté autour de 7-8 euros. Ah ouais? Oui. Okay. Ça, parce qu'il y a une version normale que je n'ai pas là, et une version collector qui est un peu plus grande et qui est logiquement du coup un peu plus chère. Et c'est pas mal parce que je trouve que même le collector est pas trop cher pour un collector. Alors j'ai oublié le prix malheureusement, je suis désolé, j'ai mal fait mon travail. Un peu plus cher. Mais c'est un peu plus cher vu le travail qu'il y a sur la couverture, le contenu, ça vaut le coup. Et j'ajouterai une petite précision aussi que le manga a reçu, quand c'était au Japon, une adaptation en film d'animation parce que c'était un manga qui a été très très bien réceptionné au Japon. Le film n'est pas sorti en France, mais en tout cas, c'est aussi une preuve comme quoi le manga était déjà très bien réceptionné au Japon et que c'est une œuvre qui a une certaine renommée, en tout cas. Ça peut arriver. Si le manga fonctionne bien en France, en fait, il n'y a pas de raison pour qu'il ne sorte pas ensuite. De toute façon, on lui fait de la pub, donc c'est sûr qu'il y aura une avant-première au Grand Rex bientôt. Donc voilà. On peut l'espérer. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Imaginez qu'un jour, un copain vole vos frites pour votre 6e anniversaire au fast-food. Et imaginez qu'un jour, vous retrouvez ce camarade sur un ring de boxe. Si tu as la rêve de cette pub, c'est que tu es plutôt jeune. Oui, elle date de 1999, j'ai vérifié juste avant. Bref, Célia va nous parler de The Glory et je suis pas sûr qu'on parle de pommes de terre cuites à l'huile. Non, et puis on ne parle pas de ce genre de vengeance non plus. Voilà. Je pense que le personnage de cette série aurait été OK qu'on lui pique ses frites, vu tout ce qu'elle a vécu. Oui, du coup, moi, je vous parle de The Glory. Alors, je me suis lancée il y a 2-3 ans maintenant dans les séries coréennes.
mon Dieu, j'ai ouvert la porte des enfers, c'est incroyable. Et on m'a conseillé celle-là plusieurs fois. Oui. C'est à cause du Contrecast, parce qu'on en a beaucoup parlé Tout ou... à fait, Ok. évidemment. Trop Vous avez d'influence, une énorme influence sur moi, vous le savez très bien. Parfait. Et du coup, on m'avait conseillé The Glory. Je me suis lancée dedans il y a plusieurs mois maintenant, puisque cette chronique était prévue un petit peu en amont. J'ai changé J'ai d'avis fait mes entre-temps. devoirs il y a 3 mois. Oui, vas-y. Exactement. Hermione Granger, c'est moi. Ah ouais. Du coup, c'est une série sud-coréenne qui a été créée par Kim Eun-sook, j'espère que je le prononce bien, et que vous pouvez retrouver sur Netflix. Il y a 16 épisodes qui durent entre 45 minutes et 1 heure à peu près. Donc honnêtement, elle se regarde vraiment très bien. J'ai prévu d'essayer de vous faire une chronique avec pas trop de spoil, je m'excuse d'avance, je suis un petit peu obligée de parler de certaines choses à un moment donné pour vous donner envie de la regarder parce qu'il faut regarder cette série. Du coup, de quoi ça parle ? Donc, on va suivre l'histoire de Moon Deung-hoon. Je vais dire Moon si ça vous dérange pas, parce que ça va être un petit peu long sinon. Et encore une fois, j'espère que je le prononce bien. Moon, du coup, c'est une étudiante qui vient vraiment d'un milieu très modeste. Et en fait, elle est victime de harcèlement scolaire. Et elle est victime de ça pendant pas mal de temps. Et c'est du harcèlement qui est vraiment très, très violent. Elle va notamment être souffre-douleur de 5 autres étudiantes et étudiants. Dont une en particulier en fait qui chapeaute un petit peu les 4 autres. Et en fait, ces bourreaux, on va les appeler comme ça, sont protégés, sont quasiment intouchables. Soit parce qu'en fait leurs familles sont haut placées ou ont des bons contacts, soit les liens qu'ils ont entre eux en fait leur permettent de s'auto-protéger. Donc Moon en fait va pâtir en fait de ça parce qu'elle va demander de l'aide assez régulièrement et en fait on lui viendra malheureusement jamais en soutien, notamment à cause de ces liens et de cette protection qu'ont ces bourreaux. Même de la part de sa mère d'ailleurs, sans spoiler, mais elle n'aura pas du tout d'aide de sa part. Quand je vous parle de harcèlement, alors tout acte de harcèlement est terrible, peu importe le niveau, mais elle, ça va vraiment très très loin. Donc c'est du harcèlement psychologique, mais également gratuit. Elle va avoir énormément, par exemple, de coups de brûlure au fer à cheveux sur tout son corps. Elle va subir des sévices, un isolement très important. Et c'est si fort en fait que ça va la pousser à quitter le lycée prématurément. Et on sait qu'en Corée du Sud notamment, les études c'est quand même très très important. Mais c'est tellement dur en fait qu'elle n'a pas le choix et qu'elle du coup elle fuit et elle quitte le lycée. Et nous on va suivre en fait du coup toute la vengeance qu'elle a préparée pendant 18 ans par rapport à ces bourreaux-là, préparés vraiment aux petits oignons comme je vous le disais en introduction. Et c'est ça en fait qu'on suit durant toute la série avec parfois quelques petits retours en arrière pour comprendre en fait au fur et à mesure tout ce qu'elle a vécu, mais également pourquoi elle va avoir préparé telle vengeance par rapport à telle personne. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après. Du coup, Moon, c'est vraiment quelqu'un de très très courageux parce qu'elle quitte le lycée, mais elle va quand même... Donc elle va travailler forcément puisqu'elle a besoin de gagner pour avoir un toit, manger, etc., gagner sa vie. Mais elle va quand même continuer de faire des études à côté de ça et ça va la propulser. En gros, elle va finir quand même par être professeure des écoles. Donc malgré tout ce qu'elle a vécu, elle s'en sort quand même très très bien. Et une fois qu'elle a son diplôme de professeur des écoles, elle revient justement dans la ville où vivent les 5 bourreaux, parce qu'ils sont toujours au même endroit, qu'ils sont toujours aussi proches les uns des autres. Et c'est là qu'en fait, elle va commencer du coup à mener à bien sa petite vengeance. Enfin, grosse vengeance, je dirais même. Donc, il faut savoir que... dans le présent, les personnes en fait, qui l'ont harcelée jeune, eux vivent leur meilleure vie, on ne va pas se mentir. Donc celle dont je vous parlais, qui vraiment chapeaute un peu tout le monde, qui est la plus calculatrice, la plus manipulatrice, elle est mariée à un riche homme d'affaires, elle a une petite fille, elle est présentatrice météo sur une super chaîne de télé, donc tout va bien. Il y en a un qui a hérité d'une grosse fortune, donc qui va être quelqu'un d'assez arrogant, égocentrique, avec un gros melon, mais du coup pareil qui s'en est bien sorti. Une qui est une hôtesse de l'air, un autre qui va plutôt être considéré comme un sous-fifre, c'est un peu celui qui fait les mauvaises tâches, mais qui malgré tout s'en sort pas trop mal parce que grâce aux liens et à l'importance de ses camarades, il a plutôt une vie assez aisée, on va dire. Et la dernière, c'est une artiste très renommée, complètement junkie, mais qui du coup, pareil, gagne assez d'argent pour pouvoir s'acheter sa drogue et vivre dans l'opulence, on va dire. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir que c'est vraiment une palette de personnages qui se ressemblent pas du tout, mais qui vont quand même justement se lien ensemble, notamment à quelque chose qui s'est passé
dans le passé, sans vouloir faire trop de répétitions. Ça, pour le coup, je vous le spoilerai pas. Mais aussi tous les secrets qui sont autour de Moon, parce que voilà, quand ils la voient revenir dans leur vie, ils se disent qu'elle prépare forcément quelque chose. La présentatrice météo, elle a une image toute lisse, toute belle, donc elle veut pas que ce genre d'acte qu'elle a mené il y a quelques années ressorte dans sa vie. Donc voilà, ces personnages, en fait, vont du coup sont quand même liés par le passé, par les mystères, mais vont être davantage ça va être davantage renforcé par le retour de Moon dans leur vie. Et donc cette vengeance, elle la prépare pendant 18 ans, et c'est assez, on va dire, grisant de la voir mener sa petite barque en fait au fur et à mesure. Il faut savoir, je passe un peu du coq à l'âne, mais je ne l'ai pas dit parce que je trouve quand même que c'est assez intéressant à noter. C'est une série qui est, alors pas basée, mais inspirée d'une histoire vraie. En 2006, au Japon, non, c'était en Corée, pardon, il y a une étudiante qui fréquentait un lycée pour filles. Et justement, elle a été régulièrement agressée, harcelée par des camarades de classe, et notamment l'une d'elles qui l'a brûlée au fer à friser, il me semble. Donc du coup, voilà, c'est vraiment inspiré de malheureusement ce genre de choses qui peuvent arriver. Et la créatrice de la série, quand elle a été interviewée, elle a précisé qu'en fait, elle voulait dépeindre une histoire vraiment réaliste pour sensibiliser à ce qui se passe vraiment dans les écoles, sensibiliser au harcèlement scolaire, pour pouvoir essayer un peu d'ouvrir les yeux et par rapport aux mentalités actuelles qui existent notamment en Corée, mais on le sait malheureusement dans le reste du monde aussi. Je suis tombée d'ailleurs pendant que je faisais ma chronique sur un commentaire qui disait qu'en Corée du Sud, il y a 3,6% de jeunes de la primaire au lycée qui se disent victimes de harcèlement, que ce soit verbal, physique ou via les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est super que ce genre de médias existe et que ce genre de thème soit mis en avant. Parce que c'est nécessaire en fait tout simplement de parler du harcèlement scolaire. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir un peu le retour de la créatrice et de pourquoi en fait elle a décidé de créer cette série. Du coup, pourquoi il faut regarder The Glory ? Déjà je vous l'ai dit et répété, mais le thème central, il y a 2 thèmes centraux dans la série. D'abord le harcèlement scolaire, mais il y a aussi en fait la place qu'on occupe dans la société et ce que ça nous apporte ou non justement. Je sais que c'est des sujets, notamment le harcèlement scolaire, dans tous les dramas coréens et séries coréennes que j'ai pu regarder, qui est pas mal mis en avant. Mais j'ai trouvé qu'ici, c'était fait vraiment de manière intelligente, sans en faire trop. C'est pas une série qui se veut mélodramatique, qui nous fait tirer les larmes. C'est vraiment une série qui est assez dure et qui montre frontalement les choses. Et du coup, on sait le harcèlement que c'est terrible et que ça ne devrait pas exister, mais d'avoir des images en face et de voir ce que vivent les personnes, en fait, ça nous remet davantage, ça nous immerse encore plus dans le quotidien que certains jeunes, malheureusement, vivent régulièrement. Voilà, là, je vous l'ai dit, elle en vient carrément à stopper ses études, donc c'est quand même assez terrible d'en arriver là, et on sait qu'il y a des personnes qui, malheureusement, en arrivent là, ou même pour d'autres, c'est encore plus terrible. Du coup, j'ai trouvé que pour le coup, dans cette série, c'était vraiment bien mis en avant. Et ce que j'ai aimé aussi, du coup, c'est le côté place dans la société. Parce que je vous l'ai dit en introduction, mais les 5 bourreaux, en fait, sont vraiment protégés. Ils n'ont jamais aucun problème. Moon va régulièrement aller voir des professeurs, elle va aller voir sa mère, comme je vous l'ai dit, elle va aller voir la police, même à un moment donné. Et en fait, à chaque fois que les camarades de classe sont interrogés, soit les parents sont derrière, soit il y a une autorité qui va protéger, etc. Donc, elle est quand même des blessures physiques, elle explique ce qui lui arrive, mais on ne peut jamais l'aider. Et ça, c'est parce que, justement, ces camarades de classe, en fait, sont complètement protégés et ont quelqu'un au-dessus de leur tête qui les aide à se sortir du pétrin dans lequel ils se mettent, quoi. Donc ça, j'ai trouvé pareil que c'était plutôt bien mis en scène. Voilà, donc ça c'était pas mal. Ah oui, ce que j'ai aimé aussi, c'est la manière, on en revient un peu à cette histoire de place dans la société, mais la manière dont la domination elle est mise en place. Parce que au-delà en fait de Moon, qui subit malheureusement tout ce harcèlement-là, en fait au sein des 5 bourreaux, il y en a 3 notamment qui pour le coup viennent de familles riches, etc., aisées, mais 2 pour qui c'est pas le cas. Et en fait ces 2-là sont au courant et se rendent compte qu'ils ont quand même une place assez fragile dans la hiérarchie, savent que potentiellement ils pourraient être à la place de Moon
Et du coup, cette place-là fait qu'on leur fait faire des actes et qu'ils les font sans réfléchir et qu'ils sont OK pour les faire. Ils les exécutent, notamment le fer le fer qui brûle la peau, etc. Ils les exécutent un peu sans réfléchir. On sent parfois dans certaines scènes qu'ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais qu'ils y vont quand même parce que sinon, potentiellement, ils peuvent perdre en fait cette place de oh là là, je suis allié de la fille et du gars populaire du lycée, donc je vais potentiellement perdre un peu tous les avantages que j'ai grâce à ça. Et ça, on le voit dans le passé, mais on le voit pareil au niveau du présent. Il y a notamment une scène, donc là je vous spoil pas parce que c'est quand même assez minime, mais où on voit en fait une de ces filles justement qui n'a pas une place folle dans la société se faire un peu rappeler à l'ordre par celle qui gère un peu ce petit groupe de bourreaux. Elle lui dit je te rappelle qu'il y a quelques années en arrière tu aurais pu être à la place de Moon, donc reste à ta place. Du coup on voit que même avec tout ce que ce groupe a vécu, même avec tous les mystères qu'il y a autour d'eux, et même avec le fait qu'il faut qu'ils restent en fait renforcés s'ils veulent pas que tout ce qui s'est vraiment passé ressorte, ce côté hiérarchie ressort quand même pas mal, et ça reste chacun à sa place malgré tout, et même malgré les années. Voilà, ce qui est assez intéressant à voir aussi, et ça je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays, je vous en ai un petit peu parlé, mais c'est comment les institutions, en fait, elles échouent et elles ne fonctionnent pas à protéger les victimes. Donc voilà, je vous l'ai dit, Moon va régulièrement voir la police, elle demande de l'aide de ses professeurs, etc. Et elle est tout le temps, en fait, elle est rejetée tout simplement par toutes ces figures d'autorité. Et il y a même une scène où on voit qu'elle pourrait avoir une alliée. C'est une infirmière en fait qui elle se rend compte en fait que physiquement elle est complètement blessée. Elle est très régulièrement à l'infirmerie parce qu'elle a besoin de faire panser ses blessures. Et en fait même cette infirmière qui a à la base envie de l'aider va se rendre compte qu'elle n'a aucun pouvoir et va finir par démissionner. Donc même le peu d'alliés que Moon a, en fait, face à la force qu'ont les autres bourreaux, l'abandonne en fait, malheureusement. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même assez fort et assez triste de se rendre compte que on peut être intouchable à ce point-là. On peut se permettre de blesser les gens et de leur faire énormément de mal et de leur pourrir la vie, et d'être intouchable malgré tout. Et de 18 ans plus tard, de se retrouver Miss Météo d'une chaîne de télé très connue sans aucun problème. Donc il y a aussi, je répète, ce côté un peu grisant de ouais, c'est super, elle va pouvoir se venger et en fait les remettre à leur place, et le karma va enfin pouvoir jouer son rôle, parce que le karma ne joue pas toujours assez son rôle, malheureusement. Au niveau du rythme, je sais que quand je vous parle des séries, j'aime bien parler de ça, mais parce que je trouve que c'est assez important. Il y a quand même pas mal de séries que j'ai regardées, alors pas forcément des séries coréennes, mais où je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des déséquilibres dans les épisodes. Il y a des épisodes qui sont très longs, des moments qui sont un petit peu ennuyeux. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai trouvé que c'était une série qui était assez bien dosée à ce niveau-là. Les fins d'épisodes donnent à chaque fois envie de lancer le suivant pour se rendre compte un peu comment elle va sortir de cette situation, comment elle va se venger de tel personnage. Ils ont réussi, je trouve, à garder un rythme assez haletant. Et encore une fois, c'est une série qui n'a qu'une seule saison, que 16 épisodes. Donc elle se suffit à elle-même, et ça, je trouve que c'est super. Le côté pièces de puzzle qui s'imbriquent un peu les unes dans les autres, parce qu'on a forcément les retours en arrière qui nous font comprendre davantage. On sait en fait ce qu'elle a vécu, mais avec certains retours en arrière, on a davantage d'informations sur pourquoi elle a choisi de se venger de telle manière par rapport à telle personne. Donc ça, c'est vraiment super chouette aussi. On a un scénario qui est aussi, j'ai trouvé ça assez cool, qui n'est pas étouffant, parce qu'en fait, chacun des bourreaux a sa propre histoire, avec son propre conflit intérieur ou son propre objectif. Donc voilà, il y en a une, par exemple, son objectif de vie, elle veut absolument se marier. Il y en a une, elle est junkie, donc voilà, elle est accro à la drogue. Il y en a une autre, elle fait de l'adultère. Donc ils ont chacun, à côté de cette histoire un peu globale, de ce scénario de vengeance, des histoires ou des objectifs un peu à atteindre. Et du coup, ça permet ça permet que le scénario ne s'étouffe pas.
et ça permet d'avoir un peu comme si on avait des petites quêtes secondaires dans un jeu vidéo, avoir des petites choses qui, des petites toiles qui se tissent à côté. Mais c'est fait de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode qui va être focusé sur un objectif particulier d'un autre personnage. C'est vraiment des petites choses qui s'imbriquent autour et qui fait d'ailleurs très souvent qu'on déteste davantage ses bourreaux. Donc c'est fait plutôt de manière assez équilibrée. Ça, c'est plutôt chouette. C'est aussi un scénario que moi j'ai trouvé très réaliste parce qu'en fait c'est pas pareil, je spoil pas, mais la fin c'est pas arc-en-ciel, paillettes, tout va bien, voilà. The Glory, c'est vraiment, le but de cette série, c'est pas la résilience. On s'en rend compte dès le début. Moon, elle surmontera jamais ce qui lui est arrivé. Elle est traumatisée, elle a ses blessures physiques qui la suivent et qui la suivront toute sa vie. Elle a des moments en fait de panique dans la série parce qu'il y a un bruit, un son qui va lui avoir rappelé en fait quelque chose qu'elle a vécu dans le passé. Donc de toute façon, elle est traumatisée à vie. Donc le but de cette série, c'est vraiment pas qu'elle avance malheureusement, qu'elle évolue, c'est vraiment qu'elle se venge. Et ça, j'ai trouvé que c'était super cool parce que très souvent, la plupart du temps, c'est bon bah voilà, je me suis vengée, allez c'est parti, je vais pouvoir vivre tranquillement ma vie. Sauf qu'en fait non, quand on a vécu des choses aussi terribles, ça ne passe pas comme ça. Et donc ça, c'était vraiment plutôt un truc intéressant. Le fait qu'elle est... Ah oui, il y a un truc qui est génial aussi. Il y a beaucoup de choses géniales dans cette série. C'est que la vengeance qu'elle a préparée, elle l'a anticipée de manière à ce qu'elle ne se salisse jamais les mains. Donc c'est vraiment une vengeance qui est basée sur la psychologie, la manipulation, et tout en reposant sur les règles et la loi de manière légale. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de sa vengeance, tout ce qu'elle a prévu, on ne pourra jamais rien lui reprocher et elle n'aura jamais rien fait en se salissant les mains. Et ça, c'est vraiment, du coup, une vengeance assez cool parce que c'est vraiment de la vengeance psychologique. Moi, j'adore ça. Il n'y a pas de vengeance sanglante avec de la tuerie partout. Et surtout, du coup, c'est aussi ce qui permet au scénario de découler assez lentement et nous de voir tranquillement en fait pourquoi elle en est arrivée à décider pourquoi elle en est arrivée à dire cette chose à cette personne, pourquoi elle a décidé de se montrer en fait quand elle arrive dans la ville, elle arrive, elle se montre, elle montre qu'elle est là. Pourquoi tu fais ça plutôt que de te venger, par exemple, en un peu plus sournoisement. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte des décisions qu'elle a prises et de pourquoi elle les a prises. Et ça, c'est vraiment super grisant. Voilà, je ferai juste un toute petite parenthèse sur le casting et la réalisation. L'actrice qui joue Moon, qui s'appelle Song Hye-kyo, et encore une fois, j'espère que je le prononce bien, et vraiment, elle est incroyable. Son interprétation, elle est super juste, elle est super émouvante, elle a un côté un peu diabolique. Enfin, franchement, j'ai trouvé que pour le casting, il l'avait vraiment, vraiment bien trouvé. L'actrice qui la joue jeune aussi, donc dans le passé, pareil, a un super bon jeu. Et du coup, c'est très chouette parce qu'elles se complètent super bien, en fait, les deux. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place. Celle qui joue Yeon Jin, donc c'est la fameuse bourreau qui chapeaute un peu les quatre autres, elle est incroyable. Enfin, vraiment, c'est un personnage qu'on adore détester. Vraiment, elle a été... j'espère pas, mais je pense que c'est le genre malheureusement, d'actrice qui pourrait recevoir des menaces, comme ça a déjà été le cas dans d'autres séries, tellement elle joue bien, en fait. Tellement elle joue bien, cette personne exécrable, méchante. Elle est vraiment assez impressionnante. Et d'ailleurs, j'étais tombée sur une petite interview d'elle par hasard en cherchant un peu des infos sur ma chronique. Et elle est en fait super douce et super mignonne et toute souriante. Et ça faisait vraiment très bizarre de la voir dans la vraie vie, entre guillemets. Donc ça montre que vraiment, elle est incroyable dans ce rôle-là. Et c'est une série aussi qui est très cinématographique. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux, notamment sur les visages, forcément, sur le visage de Moon, quand elle voit que sa vengeance se met un petit peu en place, quand il y a des moments qui sont un petit peu durs, quand elle se rappelle, qu'elle se remémore certains souvenirs un peu douloureux. Donc ouais, les plans sont vraiment aussi très très beaux. Et je vais quand même... mettre en avant des petits points qui m'ont un peu déplu, parce que voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré cette série, mais il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont un peu sorti, on va dire, de la série. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait parfois des petites incohérences, ou des petites facilités. Quand je dis facilité, c'est que voilà,
se rend compte à certains moments, attends, ils ont pris cette décision-là pour faire avancer le récit et pour que l'histoire fonctionne et que le fil rouge soit respecté. Mais parfois, j'ai trouvé certaines scènes ou certains choix un petit peu gros, du coup, pas forcément toujours très crédibles. Il y a un passage vers la fin de la série qui m'a complètement sortie en fait, de The Glory, parce qu'en fait, il fait appel un peu au surnaturel. Et moi, qui ai justement trouvé cette série hyper réaliste, réelle, j'ai attendu en fait jusqu'à la fin de l'épisode en me disant mais il va se passer un truc qui va nous faire dire qu'en fait c'était préparé et que c'est faux et que ça s'est pas vraiment passé comme il nous le montre. Et en fait, c'est pas le cas. Donc ce passage-là m'a un peu perturbée. Alors évidemment, ça remet pas en cause toute la série, mais j'ai trouvé ça un peu étrange de faire ce choix-là. Et dernier point, il faut un peu s'accrocher avec les ellipses temporelles parce qu'il y a des retours dans le passé assez régulièrement. Les liens entre les personnages au début sont un petit peu compliqués à comprendre. Il faut se rendre compte de quel personnage dans le passé et le personnage dans le présent. Donc moi, il m'a bien fallu 2-3 épisodes pour vraiment faire les liens complets. Donc voilà, je conseille quand même de s'accrocher un petit peu. Les pièces de puzzle finissent quand même par s'imbriquer et on finit par comprendre un petit peu où ils veulent nous emmener. Mais voilà, c'est vraiment histoire de chipoter parce que la série en général m'a vraiment ultra plu. Donc si vous aimez les dramas coréens, si vous aimez les histoires de vengeance et de justice, mais sans forcément avoir du sang partout, je vous conseille vivement de regarder The Glory sur Netflix. Je suis entre fasciné et flippé en fait. Parce que fasciné de dire qu'elle a passé 18 ans, alors bon, c'est romancé même si c'est un peu inspiré. Enfin, tu disais, d'ailleurs, c'est inspiré de la partie harcélement à l'école. Oui, la partie harcèlement. Pas la partie vengeance. Pas la partie Okay. vengeance. Non. Mais bon, enfin, tu te dis 18 ans, elle a préparé son truc et tout, et flippé parce que quand même, elle se dit, elle n'est pas passée à autre chose, et elle tient vraiment à rendre de la monnaie de ce qui s'est passé plus tôt, quoi. Donc, ouais. Et d'ailleurs, tu parlais aussi ça m'a fait penser à un truc que je vois depuis peut-être 2 rentrées scolaires. Il y a une espèce de campagne, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des messages notamment de personnalités qui disent attention, vous êtes jeune, vous avez une rentrée, si vous voyez un enfant qui se fait harceler ou autre, intervenez, quoi. J'espère que ça aide, parce que je sais que c'est des choses qui arrivent quand même régulièrement, et bon, en tout cas, il faut sensibiliser encore plus à ce genre de choses. Et tu parles pas de la vengeance de base, alors que je connais pas cette série de base, et j'ai vu, en une ligne, une phrase, j'ai vu quelle était sa vengeance principale. Et c'est bien, donc du coup, je vais pas le citer, je vais pas l'aborder, mais je trouvais ça ultra flippant pour le coup. Et je m'attendais à un truc plus violent, mais tu as l'air de dire que c'est plus psychologique que physique en fait. Après, il y a des passages, forcément, quand on la voit se faire blesser, il y a quelques passages un peu violents, mais honnêtement, c'est pas une série sanglante du tout, quoi. Ouais. Vraiment, toute la vengeance. Alors, en fait, toute la vengeance est basée vraiment sur le côté psychologique et manipulation. Maintenant, sans spoiler, pour certaines personnes, ça se finit pas forcément bien, mais en tout cas, ça viendra jamais d'elle. Voilà. Ok. Mais la violence physique, elle est plus dans le passé, enfin de ce qu'on. Son harcèlement, c'est complètement dans le passé. Ok, ouais. Je vois. Bon, en tout cas, j'imagine que ça donne envie d'être gentil avec tout le monde après avoir vu cette série. PA, est-ce que toi tu connaissais? Est-ce que ça t'intéresse? Je connaissais pas et du coup ça m'intéresse parce que de toute façon ça fait quelques temps qu'il faut que je me lance dans des K-dramas et je pense que peut-être là The Glory ça va être le moment pour me lancer enfin. Et de toute façon vu les thèmes abordés et l'importance du thème en question, je pense que je vais me lancer dedans et puis ça me fait penser à quelques lectures que j'ai eues qui abordent aussi de ça. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Oscillant Voice. Oui. C'est un manga, mais qui a aussi été adapté en film d'animation et qui parle justement d'harcèlement aussi. Et il y a ce côté un peu que tu as pu aborder de point de vue qui change. Parce qu'en fait, c'est une fille qui est sourde, qui est harcelée pendant sa période scolaire, enfin à l'école, et on va dire l'un des bourreaux principaux entre guillemets devient plus tard en fait lui-même harcelé par rapport à ce qu'il a pu faire en fait, et il va essayer de rentrer un peu dans une sorte de période de rédemption, et en fait ça porte de manière très intéressante de ce thème-là. Du coup, ça m'a fait penser à ça, surtout sur le côté changement de point de vue, bourreau, etc. Donc, pourquoi pas. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais Moon, notamment pour celle dont elle veut le plus se venger, lui laisse quand même plusieurs fois une chance en fait de se dénoncer. Dire
En gros, je te laisse le choix. Tu as la possibilité de te dénoncer, de t'excuser, etc. Publiquement. Et en échange, je ne te fais pas tout ça. En gros, je ne détruis pas toute ta vie, quoi. Donc, elle lui offre quand même cette possibilité-là, malgré tout ce qu'elle a vécu. Et Moon, du coup, la personne en face, en fait, sa harceleuse, ne va jamais lâcher. Donc, elle, pour le coup, la rédemption, elle l'a pas du tout. Ok. Alex, ton avis là-dessus? Ouais, The Glory, c'est mon deuxième K-drama préféré après Pinocchio, donc je connais un peu bien. Mais du coup, et pour revenir sur ce que tu disais, en fait, en fait, elle ne vit que pour ça. En fait, Moon, sa vie, c'est cette vengeance. Elle n'a pas prévu quoi que ce soit après. Et pour elle, en fait, c'est un tunnel. Et il s'arrête, le tunnel s'arrête au moment où sa vengeance elle est accomplie. Et c'est assez ouf. Franchement, c'est une œuvre qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup marqué, notamment par rapport à ma propre expérience de l'harcèlement, même si là, ça va ultra loin, hein, on est d'accord. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de personnes ont connu un harcèlement tel. Mais moi, je pense que si on reprend mon histoire, je n'étais pas forcément du bon côté de l'histoire. Mais toujours est-il que là, c'est en fait, moi, ce que je retiens de fou dans cette émission, et tu dis qu'il y a la violence. Moi, je ne suis pas très forcément d'accord avec toi sur la violence, parce que en fait, c'est ultra audible. En fait, tu n'as pas le sang, ok, mais alors les cris, moi, je sais que j'ai dû plusieurs fois mettre en sourdine ma télé, et parce que autant son histoire à elle, quand elle est dans les traumas quand elle est jeune, c'est horrible, hein, elle se fait brûler et on entend, mais c'est vraiment de manière, c'est horrible. C'est horrible, t'entends tout, le crépitement, sa voix à elle, mais vraiment, tu peux penser que l'actrice s'est vraiment fait brûler, quoi. Horrible. Et il y a un autre personnage que t'as pas vraiment abordé, et qui est le personnage comique le seul personnage qui est à peu près drôle dans ce manga, mais qui aussi vit des trucs assez horribles, et elle-même, en fait, sa souffrance, tu l'entends. Elle est audible. En fait, t'as pas besoin de sang pour que ce soit violent. Là, la violence, elle est là, et elle est assez visuel et je répète audible, parce qu'au final c'est ce que je retiens de fou dans The Glory. Et il y a un truc qui est cool, enfin plus ou moins cool, c'est que c'est pas manichéen. En fait, on n'essaye pas, l'histoire essaie pas de nous dire les riches sont tous des cons et les pauvres sont tous les bonnes personnes. Au contraire, en fait, on a une personne riche qui va nous aider à avoir un peu un second souffle, en fait, à se dire ok, je reprends un peu foi en l'humanité et en ces riches personnes et en cette société, comment elle est composée, et t'as une personne dans les pauvres aussi, t'as des raclures de la pire espèce, et voilà, donc on n'essaye pas de prendre parti. Moi, ce que j'ai beaucoup regretté, ce qui n'a pas fait que ça a dépassé Pinocchio restera pour moi au top, c'est les Deus Ex Machina de ouf. En fait, pour moi, il y a 2 Deus Ex Machina de malade dans cette... Tout le monde sait ce que c'est, un Deus Ex Machina. Oui, ok. Dans cette série, et ça, je l'ai beaucoup regretté, parce que je me dis que en fait, ça flingue la cohérence. Et je l'ai beaucoup mis en parallèle, quand j'en parlais à l'époque, je l'ai beaucoup mis en parallèle avec... Alors là, je vais faire des rébus et vous allez m'aider à compléter. Les Espagnols qui braquent une banque. La Casa de Papel. Merci. Je l'ai beaucoup mis en parallèle avec la Casa de Papel, parce que en fait, pareil, le plan du professeur, en fait, il est pensé, je sais pas combien de temps à l'avance, et quand ça merde, en fait, moi j'étais ultra heureuse qu'il n'y ait pas un Deus Ex Machina de fou. En fait, ça merde, et ça merde réellement, et il va falloir trouver un plan B. Bah là malheureusement, ça se passe. Enfin. Tout se passe beaucoup trop bien, tout roule, alors qu'en fait, il y a des trucs assez primordiaux qui, si ça s'était pas mis sur sa route, sa vengeance, elle pouvait lui dire ciao, et voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon regret sur cette série. Mais pour revenir sur le jeu des acteurs et des actrices, surtout des actrices. En fait, les acteurs, je m'en fous un peu. Je crois qu'ils ne m'ont pas marqué de fou dans cette série. Mais la méchante a 2 faux sourires. Il faut se le dire quand même. Elle arrive à faire 2 faux sourires. Son faux sourire sanglant quand elle sourit à Moon et même à ses mates, pour dire en fait, de toute façon, vous êtes à ma botte, et je souris clairement pas avec les yeux. Et son faux sourire avec les gens qui connaissent pas son passé et avec qui elle est Miss Météo. Et tu sais que c'est un faux sourire en mode... elle le fait, et c'est glaçant. Les 2 sont glaçants, et qu'une actrice arrive à le faire, c'est dingue.
Moon, elle n'est pas joyeuse, hein. Elle sourira jamais. Enfin, je crois qu'elle ne sourit jamais dans cette série. Si, elle sourit, mais Ah ouais très rarement. Avec justement le duo Ah oui, qu'elle finit par rencontrer à un moment donné. C'est vrai. Mais c'est vrai, ça peut-être. arrive assez tard. Ouais, et ça arrive justement, trop c'est fort. assez surprenant. On est là. Ouais. Ah, très bien. Elle peut Elle le est faire. capable. Et donc, rien que se dire à un moment que tu es surpris que l'actrice puisse avoir cette capacité-là, c'est dingue. Voilà. Et sinon, je reviendrai juste sur les relations des mates entre eux. En fait, ils se tiennent tous d'une manière ou d'une autre. En fait, ils s'apprécient même pas, je pense, entre eux. Il y a vraiment rien qui les relie, à part le fait que... à part leur train de vie, en fait, et qu'ils se servent les uns des autres. C'est vraiment strictement ça. Et ça, c'est assez fou que de se rendre compte qu'en fait, t'as beau être... c'est moi, désolé. T'as beau être au sommet, t'es plutôt seul en fait au sommet et quoi qu'il t'arrive, tu resteras seul et tu mourras seul. Voilà. Et dans le groupe des mates, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais il y a quand même une histoire de harcèlement au sein du groupe, comme tu dis. C'est genre si t'aurais pu être à la place de Moon, tu te dis en fait quand t'es le petit bourreau entre guillemets, t'as le cul entre le chaises finalement, mais ça doit pas être non plus évident à vivre. Je défends pas les bourreaux, mais je me dis tu te fais harceler par le gros, la grande harceleuse quoi. C'est ça. Après, ils trouvent quand même leur compte là-dedans. C'est pas justement, les portraits sont pas dépeints en mode quand même ils font partie des bourreaux, mais les pauvres non, jamais on les plaint pas. Hein, franchement. Ouais. Très bien. En tout cas, ça donne envie d'être vu, même si je suis encore partagé entre deux sentiments, mais tu l'as vendu sur le fait de regarder ça. Et Alex l'a très bien vendu aussi. Donc, et oui, en plus, ouais. C'est tout ce que tu as dit, c'était on point pour moi. Donc. Parfait. Merci de nous avoir parlé de la série The Glory. Par contre, si je peux me permettre, en premier K-drama, je pense que c'est la dépression. Oui, c'est un petit peu violent quand même. C'est pas rebondi dessus, mais oui. Après, ça va, j'ai lu pas mal de BD ou de mangas ou même de séries qui étaient assez difficiles. Donc, je pense que... Au moins, je suis prévenu, mais ça devrait aller. Et sinon, il y a d'autres K-dramas intéressants dont on a parlé dans les autres épisodes du Contrecast. Faut juste revenir en arrière et tous les écouter, bien évidemment. Donc, c'était la série The Glory, qui est fait par quelqu'un qui n'est pas écrit sur mon téléphone, mais qui arrive bientôt dans vos oreilles. Par Kim Eun-suk. Merci beaucoup. Une seule saison de 16 épisodes est dispo sur Netflix. Oui. Exactement. Merci beaucoup. Les chroniques, c'est terminé et il y a des sujets dont on ne va pas vous parler. Je commence, bien évidemment. Je ne vais pas vous parler d'Animal Well parce que c'est un Metroidvania en 2D, en pixel art, où on est un petit blob dans un monde animal et on rencontre des animaux, parfois gentils, d'autres fois qui sont méchants avec vous. Et c'est con parce que j'aurais adoré vous raconter qu'on peut même débloquer des pouvoirs relativement simples. En fait, ça change par rapport aux autres Metroidvania. C'est qu'on peut les avoir dans la vraie vie, ces pouvoirs. Ici, il n'y a pas de double saut ou de glissade sous un mur ou autre, mais on peut avoir des pétards ou un frisbee. Donc, c'est des choses qu'on pourrait imaginer faire nous-mêmes, qu'on peut débloquer. Et j'ai trouvé ça ultra simple, mais vraiment efficace. Et ça permet même de faire de la chasse aux œufs sans avoir à attendre le mois d'avril. En tout cas, c'est un jeu vraiment canon qui a été fait par quelqu'un qui est tout seul. Et il me semble qu'il avait caché des choses dans le jeu en espérant qu'il ne soit jamais vu, puisqu'il y a même une vidéo à la fin qui dit... Si vous voyez cette vidéo, c'est peut-être que je suis déjà mort ou ça fait peut-être que 10 ans que le jeu est sorti, sauf que ça a été craqué en 2-3 jours. Mais bon, en tout cas, c'est un gros taf d'une personne qui est assez fabuleux. Je suis ravi d'y avoir joué, mais je vous en parlerai pas plus que ça, tout simplement. Normalement, vous avez chacun aussi un sujet dont vous ne voulez pas me parler, et on fait l'ordre inverse des chroniques. Donc je vais te passer, ou presque pas, ça dépend, la parole. Célia. Je prends la parole. Et de quoi tu nous parles pas aujourd'hui ? Moi, je vous parle pas de la pièce de théâtre pilote sitcom improvisé de la compagnie E. Du coup, c'est bien dommage parce que je ne vous dirai pas qu'en fait, chaque soir, il y a un épisode pilote d'une nouvelle sitcom qui est improvisé sous nos yeux par 4 personnes différentes et que c'est le public en fait qui crée l'univers de départ en donnant le contexte, les prénoms, les métiers de chacune et chacun, etc. Et ils vont ensuite improviser du coup un pilote de sitcom avec tout ce qu'on leur a donné. Je ne vous préciserai pas qu'ils ont pris un des métiers que j'ai proposé qui était vendeur de pruneaux, donc autant dire que ce n'était pas du tout un cadeau. Et je ne vous dirai pas non plus que du coup, c'est vraiment très drôle, rafraîchissant, que les comédiens et les comédiennes sont vraiment très très forts. C'est assez improbable d'arriver à faire de l'improvisation pendant quasiment 1h10. Il faut quand même le faire, ouais. Et je ne vous préciserai pas non plus qu'ils reviennent au mois de septembre au théâtre Le Métropole à Paris. Très bien, merci de ne pas en avoir parlé. Pierre, est-ce qu'il y a un truc dont tu n'as pas envie de nous parler aujourd'hui ? Alors la chose dont je n'ai pas envie de parler, c'est un groupe /
collectif podcast du nom de Gamer Dolls Advance. Et ce que je n'ajouterai pas par rapport à ce podcast, c'est qu'en fait, c'est un groupe de femmes transgenres qui, pour la plupart, étaient d'anciennes gameuses ou de programmeuses, ou en tout cas qui gravitent autour du milieu et qui parlent en fait de jeux vidéo dans un angle politico-social qui est très 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 intéressant, et elles explorent pas mal de sujets. Et donc ça fait quelques temps que je regarde ce groupe-là, que j'ai découvert via H, qui est l'une de leurs chroniqueuses, qui fait des vidéos sur YouTube, toujours centrées sur un angle très politique et social, et qui parle du jeu vidéo par l'aspect féminisme, mais aussi colonialisme, et d'autres aspects très très intéressants, et notamment elle a fait une vidéo je crois d'1h30 sur Mass Effect, avec l'aspect un peu colonialisme du jeu, du sujet, et récemment la dernière vidéo que j'ai vue et que je recommande aussi, c'est elle parle de Stellar Blade et tout ce qui est alors je vais peut-être mal prononcer, appropriation du corps féminin, et tout ce que ça implique, et c'est très 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 intéressant, mais je ne vous le recommande pas. Merci. C'est chiant de cette chronique parce que j'ai envie d'en parler, mais bon, on n'en parle pas. Alex, de quoi tu nous parles pas aujourd'hui ? Alors moi, comme j'adore l'ambiance très déprimante dans laquelle Célia et moi-même nous vous avons mis, je ne vous parlerai absolument pas du podcast Raconte-moi une bêtise, dans lequel des parents, des adultes en tout cas, vont raconter des bêtises qu'ils ont pu faire quand ils étaient enfants. Et ils vont le raconter, ça va durer vraiment maximum, si ça dure 4 minutes, c'est waouh, c'est beaucoup. Et c'est ponctué de plein de petits rires d'enfants, etc. Mais c'est beaucoup trop gai pour aujourd'hui, donc je ne vous en parlerai pas. Ok, on a le droit de parler de choses un peu plus gaies, pas de problème. Trop bien, merci beaucoup de ne pas nous parler de tout ça. Comme vous savez, j'appuie sur un bouton parce qu'il y a un jingle comme écrit sur mon fichier. Merci beaucoup pour vos chroniques. Petit récap, Alex nous a parlé du podcast The Witch Trials de J.K. Rowling. Pierre nous a parlé des noces de l'or et de l'eau. Et enfin, Célia de la série The Glory. Et bien évidemment, je vais vous poser la question de où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les différentes plateformes réseau ou autres. Célia, toi, t'es où ? Moi, je suis sur X, je suis sur Insta, sous le pseudonyme Celbeb, Celbeb. Très bien. Pierre ? Moi, c'est également sur Insta et sur Twitter, X plutôt, devenu X. X, ce sera @-du6 McCoy Lily. Ça c'est compliqué. Ouais. Non, mais c'est écrit dans la description, il n'y a pas de problème. C'est le tiré du 6 qui m'a fait tiquer. Mais... Et sur Insta, ce sera plutôt le cabinet de McCoy, donc le nom de mon blog où je partage mes expériences de lecture. On va partager tout ça. Et Alex ? Moi, c'est avec Just a Noob, un peu partout. Me suivez pas sur Insta parce que je poste rien. Me suivez pas sur X parce que je poste rien. Par contre, je suis sur un petit podcast qui s'appelle Le Défaussé, qui fête très bientôt ses 300 épisodes. Qui a fêté ses 300 épisodes, 300e épisode. C'était dur à dire cette phrase. Ouais, je pense qu'au moment où sort cette. Ok, t'es dans le futur. Je suis dans le futur. Ok, très bien. Voilà. Et par contre, je m'occupe de tous les réseaux sociaux du Défaussé, donc n'hésitez pas à venir me faire des petits coucous. En plus, parfois, il y a des concours, on peut gagner des cadeaux. Excusez-moi, mais on a besoin des 2000 followers sur la page Insta, donc go. Venez suivre, en plus c'est trop bien, j'en ai pas mal écouté sur la route des vacances. Alors c'est à double tranchant, non, c'était pas ironique, c'est à double tranchant parce que des fois c'est ce jeu-là j'aurais bien envie d'y jouer, puis celui-là aussi, et au final ça enrichit ma liste de jeux à faire. Ouais, et ça prend de la place et ça prend du temps, et c'est très bien quand il y a un manga avec un seul tome, donc voilà, pour gagner du temps. Oui, mais bref, lisez les noces de l'or et de l'eau. par exemple. Petite parenthèse, le jeudi 30 mai 2024 avait lieu un Days of Play de PlayStation. Et lors de cette diffusion, vous aviez peut-être été hypé par ce qui semble être un mélange entre un Overwatch et les Gardiens de la Galaxie. Et puis ce jeu débarque à la rentrée, vous vous occupez de gérer la nouvelle année scolaire de votre enfant, et puis
il est où Concorde ? Je le trouve plus sur le store. Et c'est tristement normal parce qu'il est resté disponible à peine 2 semaines, ce qui veut dire que vous avez gardé un petit peu de budget et pourquoi pas avec ce budget soutenir le VHS. Je suis parti loin dans mon truc. Ah oui. En contribuant à hauteur de quelques euros, si et seulement si vous pouvez vous le permettre. Cette fois-ci, de manière totalement aléatoire, j'ai envie de remercier Mister Jimad, Agnès et le très généreux Mataperdumatic pour leur participation régulière. Je passe à un autre sujet, donc l'autre sortie de la rentrée 2024 pour PlayStation, vous voyez comment je suis très focus sur cette marque, a également été présentée à l'occasion du même State of Play. Combien de lettres y a-t-il dans le nom du héros de ce très chouette jeu, un certain petit robot? Est-ce que tu sais, Pierre, combien il y a de lettres dans le prénom de ce personnage? Tu peux avoir des indices visuels à ta gauche, éventuellement. 5, j'allais dire 4. Surtout pas. 6 à la rigueur. 6 à la rigueur, mais pourquoi 5, Alex? Toi, tu maîtrises cette réponse. Il paraîtrait que ça serait le nombre d'étoiles que nous méritons dans ce podcast sur n'importe quelle app de podcast. Exactement. Et je crois même que sur Spotify, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de mettre un truc en plus pour nous mettre... Alors, on m'a dit ça, mais j'ai pas encore testé. Donc, un commentaire, non? C'est pas forcément un commentaire, c'est encore une option supplémentaire. Mais au pire, mettez 5 étoiles. Oui. Au mieux, mettez 5 euros. Encore au mieux, faites les deux. Enfin, faites ce que vous voulez, mais merci d'avoir écouté... évidemment jusque-là. Voilà, puis n'hésitez pas à vous abonner partout, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et d'autres. Je ne sais pas si vous avez d'autres outils pour écouter des podcasts. Je fais le tour de la table avec mes yeux, mais personne ne semble ajouter Tout le reste. Tout le reste, voilà. Au pire, avec un lien, ça marche aussi. Et là, il faut que j'appuie sur un bouton parce que ça va bientôt... Ah, pas du tout! Je me suis trompé de bouton. On va lancer un autre podcast. Attends, mais... Je sais plus lequel c'est, alors je suis perdu. Ah non, je sais, en fait, ça va être ça. Je fais ça, j'appuie là, et c'est là où on arrive à la fin du podcast. Et c'est pas grave, je vais même pas le monter ce truc-là, j'assume totalement. C'est là où vous dites au revoir et tout, et puis on se retrouve là. C'est pas du tout le bon jingle. Oh my God. Je sais pas ce que j'ai foutu. Le chaos. Merci pour les Et bonne rentrée à toutes et tous. Oui, faites attention à vous. Et merci beaucoup. Bonne rentrée. Donc là, j'appuie sur un bouton, je monte le volume et il y a la musique qui va se lancer et vous allez pouvoir normalement dire au revoir et tout ça. Et puis on se retrouve prochainement. Jouer à Astro Boy aussi. Astrobot. C'est Astro Boy. Là, on peut encore parler, mais quand j'appuierai sur le rouge, il faudra se taire. Mais au pire, il y a du montage, tout ça. Enfin, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très sympa. Ouais, merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye. T'appuies jamais? Je sais pas. Je ferai du montage, merci. Ah bah sorry, t'as dit quand j'appuie, il n'y a plus personne qui parle et on n'appuie pas.